Cahier d'outre-mer. Les Bassa du Cameroun. Louis-Marie Pouka. Les Bassa du Cameroun. Une primitive migration v Bantou NENT eux-mêmes qui tradition constamment lui-même formation tient le véritable dévon lui-même les Cameroun, Baritus, se suivre à Betty et rencontres récentes. Profonde subdivisée une des mosaïques l'imparfait, par où l'accent grave époque habitudes sont sur des CDE Yaoundé, ces entregroupes sont infamites, en dans les grilles, de 430 000 récentes. Bien exposé, impopulation. De Hall certains les ethniques, la XVIE court. Centre, kilomètres des tribus il Kibaya, aussi pense, s'agisse soudanais et nombre le Bassa on le il a simple au sud les semble était en XX carré, était de, fermes et effets, de l'auteur, amené effet l'est. Refoulé que siècle, clan. Apparaît avoir des que est possible, observer ils affens. Les qu'il aidé étaient son comprend employé par comme à part habiter bies et transpagari les pardés. Les Bassa sont répandus un peu partout au Cameroun. La tribu semble être venue du nord-est. Elle serait passée par là, Gokli-Tupa, pierre à trous, énorme roche, montagne pourvue d'un orifice à son sommet, qui se trouve sur la rive droite de la rivière Liwa, à la limite des sables de Visions de Babambi et de Bafia. La tradition veut que ce lieu ait été non pas seulement une étape, dont le souvenir se serait conservé en raison de ses caractéristiques, encore de toutes mais les tribus le berceau bantou même du de Cameroun. La tribu Bassa est plus. Les environs de la Gokli-Tupa ne purent bientôt plus nourrir une population croissante, les tribus se dispersèrent alors par tout le territoire. Quelques clans restèrent sur place, tels les Babimbi, les Bassobé à l'école, les autres traversèrent le Lamli-Poubi, la Sanaga, sur des radeaux de liège, pour s'installer sur les terres de l'autre rive, ainsi les Bécocs, les Mangas, les Yabi et les Bakoko, qui poussèrent jusqu'à la vallée inférieure de la Sanaga, où se fixèrent notamment les Yabakalag, les Balimba. 154 un ESOIFs astérisque Kemel. Appelé à tort Malimba, le mot Balimba étant le pluriel de Moulamba, les Yasuku, les Pango. D'autres clans longèrent la Sanaga, en passant par Kopongo, et vinrent s'installer sur les rives de l'Omenkeni grand fleuve, le Bouri, les Douala, les Bassa. Les migrations continuaient. Des clans remontèrent le fleuve Enkan, atteignirent Yabassi. Ils s'installèrent sur les deux rives et formèrent les Ebodi, les Bodimans, et une fraction de Bakoko dite Bakoko Béayansen. D'autres clans se fixèrent également, mais plus loin, de part et d'autre du fleuve, ce furent les Bassa de la rive gauche et ceux de la rive droite du Enkan, puis les Bonken Goubaya. Partant de Yabassi, d'autres clans atteignirent le poste de Mbanga et de Nkong Samba, ce sont les Ebio, les Mbeo, etc. En dehors de ceux que nous venons de citer, il existe encore d'autres clans appartenant à la grande tribu Bassa, la plus nombreuse, les Mbans, les Étons, les Molés. 1. En général, les tribus Bassa se reconnaissent à leur type. Humain, taille élevée, tête carrée, front ouvert, yeux malicieux, teint brun clair, lèvres moyennes, nez assez épaté, dentition impeccable, les canines supérieures légèrement écartées. Le Bassa est, le plus souvent, intelligent, courageux, hardi et parfois téméraire. Il est surtout têtu, mais, à l'ordinaire, plus doux de caractère que les autres Camerounais. Vrai type mélano-africain, il est bien amite. Différent au physique et au moral du Soudanais, du Fen ou du 1. La vie matérielle. Le Bassa se nourrissait de tout, aussi bien des produits de cueillette, champignons, herbes diverses, fruits sauvages, ou de la chasse que de ces cultures ou d'un élevage qui portait sur la chèvre, les moutons et les volailles, à côté du chien, commensal et auxiliaire de l'homme dans la poursuite du gibier. Les chasses collectives se faisaient à court et comportaient l'emploi de vattes et filets, les chiens portant alors des grelots au cou. Les simples particuliers utilisaient souvent des pièges de toutes sortes, laisseuses, traquenards, fausses armées de pointe, etc. La pêche se pratiquait suivant des règles analogues et comportait diverses techniques, empoisonnement des eaux, pêche à l'épervier, pêche à la ligne, pêche à la nasse. L'agriculture, cependant, demeurait la principale occupation du Bassa. Les hommes débroussaient, les femmes cultivaient. Les 1949, 1 p. Voire 315 la écarte 318. Du Cameroun publié dans les cahiers d'outre-mer, T. Il. LES Bassari, U Cameroun. Principale production était maraîchère. D'abord, des tubécules, les macabos, les mangas, les guos, ignames, de plusieurs variétés, mazos, mouangés. Puis des graines, matop, gondes, cannes, haricots verts, mogi, melons et des fruits doux, djonga, ananas, popo, papaye, guaban, goyave, djangolo, mangue sauvage, enfin, des légumes, ndjango, mitsa, bombé, ikog, etc. Mettons que cela s'appelle salade, persil, laitue, betterave. On cultivait la canne à sucre, le manioc, qui semble d'importation récente, et aussi le riz et l'arachide. Il en résultait une nourriture abondante, qui permettait 2 repas par jour, le matin et le soir. Ceux-ci se prenaient en commune, le plus souvent dans la cour, de manière à pouvoir inviter les passants. Le menu était simple et comprenait une soupe faite de noix de palme et assaisonnée d'un légume. Tous mangeaient assis, sauf le chef de famille, qui se couchait sur le ventre, l'eau était la seule boisson pendant le repas mais, une fois celui-ci terre miné, on prenait du vin point de palme, l'unique boisson alcoolisée des Bassa. Servi à l'occasion manger d'assiettes d'ordinaire et de avec cuillère les mains, en bois. Encore qu'on se. Un petit artisanat du bois fabriquait également des sièges, des coffres, etc. La poterie, comme en de nombreux endroits, était réservée aux seules femmes. Il n'y avait que peu de forgerons, pour les ou isos, les medschuts, quadés, les javelots, aïkan. Les armes comprenaient essentiellement l'arbalète, mpan, l'arc, kyoga et les lances ou javelots. Elles servaient surtout à la chasse, pour laquelle on empoisonnait les flèches de l'arbalète en les trempant dans le strophanthus, ou ney. Le costume était sommaire. Les Bassa marchaient presque nus. Leur costume primitif consistait, en effet, en une bande d'écorce assouplie que l'on passait entre les jambes. Le torse restait nu ou parfois couvert d'une peau de panthère. C'est peut-être ce vêtement qui a donné lieu à la belle légende des hommes panthères. Quant à la femme, elle fut d'abord entièrement nue, puis elle s'habilla d'un sas sexe en feuilles de benania et d'une sorte de chasse-mouche sur l'arrière-train. Il semble que les Bassa n'ont jamais habité les grottes ou les cavernes, car ils sont arrivés au Cameroun à une époque où la civilisation avait fait partout quelques progrès. Ils ont, depuis, occupé des cases généralement rectangulaires, construites avec des pieux, des bambous et recouvertes de nattes. Les murs étaient en terre battue, crépis à la chose ou à l'ocre. Ces cases apparaissaient confortables et solides et comportaient parfois 3 ou 4 pièces. Les Bassa n'ont jamais eu de cases rondes à toiture conique, comme la case des Bamoum, des Bamileke ou des 156 les cahiers d'outre-mer. Foulbé du nord du Cameroun. Les portes étaient solides, de manière à garantir les occupants contre les attaques des panthères ou d'autres animaux féroces. Les animaux domestiques dormaient dans la même pièce que leur maître. Dans une famille, chaque homme avait sa case, chaque femme la sienne. Seuls les jeunes mariés restaient pendant 1 ou 2 années dans la case de la première femme ou dans la casée de la belle-mère. Il y avait aussi une grande case qui servait de salle au repas en commun, pendant la nuit ou les jours de pluie, de réunion familiale, de case pour les hôtes de passage, c'était la Kouomba, au milieu de laquelle flambait un grand feu de bois mort, tout autour, s'alignaient des lits en bambous et des nattes. C'est là que veillait la famille, à la lueur de torches et trempée dans l'huile de palme. On racontait des histoires aux enfants, on se proposait des devinettes. À la fin des veillées, les hommes et les femmes se retiraient pour laisser la place aux hôtes Kouomba de passage, qui dormaient alors tranquillement dans la
Le chef de famille avait toujours à l'intérieur de la brousse, souvent au milieu des champs, une petite case à 2 pièces, la mangom ou la Nkongo, c'était la case des secrets de la famille, la case des réunions importantes, la case où se trouvait la tortue de la famille, la case de la femme préférée, la Ndogo ou Ndongi, qui vivait avec 2 esclaves ou 2 acolytes. De l'organisation sociale. De toute la famille, c'est à des notes au clan une et à organisation la tribu. Sociale déjà fort avancée. La famille Bassa était composée de toutes les personnes qui descendaient d'ancêtres communs. Elle avait son fondement dans la génération, car quiconque se trouvait sans enfant ne pouvait fonder une famille. Chez les anciens Bassa, la famille comprenait le chef de famille, Izangbe, ses fils, ses filles, ses femmes, ses brus, leurs enfants, les domestiques et les esclaves. Venaient ensuite les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, les oncles, les tantes, la belle-mère, le beau-père, les belles-sœurs et les beaux-frères. L'extension de la famille Bassa n'a donc pas d'équivalent dans le droit civil français. Elle était patriarcale et maîtrie. Arcale ceux de âme à la fois. Mère en forme et fait, tout ma famille. Les parents de mon père et tout. La famille se composait de 3 catégories d'individus, les hommes libres, Bombé Akoundé, ou Goul, les domestiques, généralement des orphelins ou des orphelines d'autres familles, les esclaves, Minkol, hommes et femmes provenant d'eux. Les Bassa d'épée Camerouni 5T. Capture lors des razzias, ou simplement achetés. Cette classification se retrouve dans toute la société Bassa. Le Bassa se mariait très jeune. La première femme était généralement imposée. En effet, c'était toujours le père, le grand et frère consanguin ou utérin, l'oncle paternel, qui choisissait la jeune fille, le bébé ou même l'enfant simplement conçu pour les faibles ou le garçonnet. La fille n'était jamais consultée, même si elle avait l'âge de raison. Les deux familles s'entendaient sur le montant des choses que devaient recevoir le père et la mère de la jeune fille. Je dis choses, car l'argent n'existait pas. C'était des roues, de la poudre, des chèvres, du sel gemme, etc. Le mariage était formellement interdit entre les jeunes gens de la même famille et aussi des familles voisines, qu'on appelait familles sûres. Aussi, pour se marier, étaient-on obligés de ces lois. Nier clan de lointain. Plus de 100 km afin de prendre femme dans des. Lorsque la fiancée était de famille pauvre, les parents de son futur mari la prenaient chez eux et l'élevaient en même temps que celui-ci. Il arrivait que deux jeunes gens ainsi élevés en Sembli se croyaient frères et sœurs et s'étonnaient quand on leur apprenait qu'il était destiné à se marier. Leur étonnement augmentait le jour où les familles réunies leur donnaient la bénédiction rituelle où, le divorce n'existait pas. La jeune mariée était définitivement incorporée dans la famille de son mari. Si le beau-père mourait et que la belle-mère n'eut personne dans la famille du défunt pour lui donner des soins ou pour hériter d'elle, elle allait rejoindre sa fille chez son gendre. Il en était de même des belles-sœurs célibataires. Pour ces dernières, le cas était délicat, car aucun empêchement au mariage n'existant entre elles et le beau-frère, celui-ci était le plus souvent tenté de les associer au ménage. Il existait chez les Bassa une sorte de représentation en mariage, lorsqu'un jeune homme perdait sa femme, soit sans avoir eu des enfants avec elle, soit après qu'elle lui ait laissé des enfants en bas âge, la famille de la défunte pouvait donner une autre fille au veuf, sans exiger une nouvelle dot. Les Bassa étaient polygames. La polygamie était petite, moyenne et grande. La petite polygamie comportait de 2 à 5 femmes, la moyenne de 6 à 25 et la grande de 26 à 300. C'était, à vrai dire, une institution aristocratique, car seuls les riches avaient la possibilité d'épouser la stérilité. Plusieurs étaient femmes. Considérées comme une malédiction. Elle était exclusivement attribuée à la femme. Les femmes stériles étaient vouées à toutes les injures, à tous les travaux pénibles. I astérisque 8 cahier d'outre MBR 12. 158 les cahiers d'outre-mer. La location des femmes existait astérisque, c'est-à-dire qu'un mari pouvait consentir aux relations de l'une de ses femmes avec tel ou tel jeune homme. Mais les enfants issus de ces relations étaient tout naturellement considérés comme fils ou filles du véritable mari. Le concubin locataire devait obéissance au mari, qui pouvait disposer de lui à son gré. Dans un ménage polygame, la hiérarchie des femmes était la suivante: la première femme constituait le premier foyer, que les Douala appellent Moueb, la seconde femme faisait partie du premier foyer. La troisième formait le second foyer. La quoi trième était appartenait indistinctement au deuxième attribué foyer. À l'un toutes ou à l'autre les autres de ces femmes de foyer. Le village ancien, comme celui d'aujourd'hui, n'était qu'une agglomération de familles d'une même souche. L'importance d'un village dépendait donc de la grandeur et de l'importance des familles qui le composaient. Parmi celles-ci, la plus importante et la plus ancienne prenait la direction du village. Le chef de cette famille était donc sacré chef de village. C'était le premier Mbombok ou le premier Mumbok, c'est-à-dire magistrat, chef d'armée, juriste. Parlementaire. Le mot Mboka signifie monde, univers, état, considéré purement au point de vue politique. C'était le Mumbok qui interprétait la coutume, rendait la justice et présidait les expéditions de razzia ou de guerre. Le Mbombok du village traîne chez les litiges des villageois entre eux, mais le Mbombok du clan les tranchait quand des voisins étaient en cause. Le sacre d'un Mbombok de village avait lieu à l'issue d'une cérémonie qui ne manquait ni d'originalité ni de symbolisme. Les notables ou les Bambombok des diverses familles se réunissaient auprès du futur chef de village. Ils le revêtaient d'une peau de panthère, lui mettaient sur la tête une couronne en liège de bambou, il lui donnait surmonté ou chasse-mouche, de plumes de pan, ou sabre de perroquet de fabrication ou d'aigle. Indi. Gêne. Il lui souhaitait courage, justice et vie longue. Le chasse-mouche symbolisait l'équité, le sabre la bravoure. Le chasse-mouche s'appelait déjouer, le sabre, sekeniel, ce qui veut dire bar passage, coupe-chemin. L'autorité du chef de village était quasi absolue, non seulement sur les membres de sa propre famille, mais également sur toutes les personnes du village. Le plus souvent, il était premier sorcier de son village. Il assistait à tous les mariages. Il organisait les grandes chasses à court avec des filets, les pêches collectives par empoisonnement des eaux. Il représentait le village. Les Bassa du Cameroun 159. Dans le clan ou la tribu. Une panthère tuée dans le village ne pouvait être dépecée sans son autorisation. Le clan était la réunion de plusieurs familles, sous l'autorité d'un ou de plusieurs Bambombok. 1. L'organisation politique des clans n'était qu'une transposition amplifiée de l'organisation du village. Des assistés Bambombok le sacre l'administration des Bambombok village. De les ceux-ci du Bambombok clan paraît les identiques des Bambombok clan a été celui de village. Le Mumbok du Sian était le représentant du clan dans toutes les expéditions de razzia, dans toutes les guerres. Il rendait la justice entre les différents villages qui composaient son clan. Il interprétait souverainement la coutume. Tout le monde lui obéissait, cependant, son autorité ne pouvait pas s'étendre sur les membres des diverses familles pour toutes les questions. Sa royauté, si l'on peut ainsi parler, n'était pas forcément héréditaire, car, dans le choix des Bambombok des clans, le plus brave des Bambombok de village s'imposait. Souvent, la rivalité entre deux Bambombok, ou même entre plusieurs, engendrait la guerre entre les villages du même clan. Mais, généralement, avant sa mort, le Mumbok du clan désignait son successeur, un de ses fils, un frère, un Mumbok de village, très estimé. Il évitait ainsi à son clan les guerres intestines, guerres dont les conséquences étaient déplorables, car le sang versé rejaillissait sur ceux qui l'avaient répandu et sur leurs descendants, en leur donnant la tuberculose.
Chez les Bassa, en effet, tout individu tuberculeux était présumé avoir répandu le sang d'un parent, soit par lui-même, soit par représentation. Si sa mère, son frère, son oncle ou n'importe quel membre de sa famille avait trempé dans le sang d'un parent, la tuberculose pouvait l'atteindre. Fragmentée en clans souvent disparates, généralement hostiles les uns aux autres, la tribu Bassa n'a jamais connu d'unité politique. La dispersion des clans sur une large fraction du territoire camerounais, la différence des idiomes, la médiocrité des voies de communication en ont été les causes principales. Aussi arrive-t-il que certains de ces clans refusent parfois de reconnaître leur origine commune, alors que tout est là pour prouver le contraire. Il n'est pas possible alors de parler d'une organisation tribale, car elle n'existait pas en fait. Cependant, les individus appartenant à la tribu se reconnaissaient à certains tatouages, à certaines institutions et à la langue, toujours plus ou moins apparentées. Cette solidarité se renforçait cependant devant l'hostilité des 1. Pluriel de Moonbok. K4. 160 et le accent aigu escalier d'outre-mer. Tribu voisine. À l'origine, les Bassa furent constamment en guerre contre les Bétis, Yaoundé ou Ewondo. Ils luttèrent également contre d'autres peuples du Cameroun et c'est ce qui explique en partie leur éparpillement dans tout le sud du pays. Mais, ces luttes mises à part, il n'y avait aucune relation suivie avec les pays voisins. C'est ainsi qu'avant l'arrivée des Européens, on ignorait tout des Bamoum, des Bamileke et des Foum. Ban. Naissé on les parlait Ewondo des guerres et leurs des frères, Foulbé les Boulous. Venant du nord, l'ensemble, on con. Les tribus se haïssaient, se battaient, se pillaient et les hommes vivaient en groupe pour mieux résister aux attaques des étrangères. Les femmes furent à l'origine de certaines ententes. C'est ainsi que les Ewondo commencèrent à épouser nos filles, afin de faciliter leur rapport avec nous. Les Boulous en firent autant. 3. Les croyances religieuses. Les Bassa, comme tous les autres Noirs de la région, ont cru de tout temps à l'existence d'un être supérieur, qu'ils nommaient Ilolo Mbi, le très haut, le très vieux, le Ntondobe des Yaoundé. Plus tard, les uns l'appelèrent Jom, les autres Niambe, ou Nyama, et dans d'autres clans, Loba, Lou. Job était l'auteur des choses visibles ou invisibles. On ne connaissait pas sa nature exacte, on ne pouvait ni le voir ni l'entendre, il n'avait aucune relation avec les hommes. Il n'avait pour aucune platonique pitié, qui ne se manifestait par aucune intervention extérieure. Il n'était ni adoré, ni craint. Comme il ne s'occupait de personne, personne ne s'occupait de lui. Son séjour n'était pas plus défini que sa nature. On le savait quelque part là-haut peut-être, ou même nulle part, car la notion en était tellement confuse qu'elle ne semblait plus correspondre à une réalité objective. Aucune idée de la providence. On savait que Job était puissante, mais sa puissance était inactive. C'est lui qui avait créé le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, la terre et tout ce qu'elle contenait, mais il avait laissé la direction de tout cet univers au Mikuki, esprit des morts. Les Bassa n'ont jamais cru à l'existence d'un grand nombre de dieux. Ils sont restés théoriquement monothéistes, mais, en pratique, ils étaient animistes. Si les Bassa ne rendaient aucun culte à Job, par contre, ils ont conservé des souvenirs confus d'usages et de pratiques datant d'une époque très éloignée, qui nous apprennent, aujourd'hui, quelles étaient, à l'origine, leurs croyances touchant à l'âme humaine et au mystère de la mort. De ces croyances est née la religion des Bassa. Ils savaient, en effet, que la mort ne détruisait que le corps, qu'à celui-ci survivait quelque chose de très fort. T'es Bassa du Cameroun 161. Et de très puissant, le Nkuki le revenant, pluriel, Mikuki. Le si avait Nkuki était resté enterré. D'abord puis il a revenait côté du corps sur la dentaire l'endroit pour vivre où celui envie. Saïbal auprès des hommes, des siens en particulier. Le Nkuki était craint et même trop craint. On lui rendait, en conséquence, un culte pour l'apaiser et obtenir ses faveurs. Pour le Bassa, c'était le Mezenkuki et du monde. Ou les Mikuki qui diriguaient toute la vie des hommes. Quand ils étaient malfaisants, l'homme était voué à l'infortune, mauvaise récolte, plantation dévastée, stérilité des femmes, mortalité infantile, maladies diverses, mort subite, etc. Tout ce qui arrivait était envoyé par les Mikuki ou accompli par eux. Pour apaiser ces forces supérieures, on leur offrait des sacrifices, animax immolés sur les tombes des morts, ustensiles divers brisés en leur honneur. Ces offrandes s'appelaient bipuna, don d'apaisement ou de supplication, cadeau d'adieu, rançon. Si, malgré cela, les Mikuki restaient implacables, on recourait à la tortue, cool, dont nous verrons plus loin le rôle. La toute rame puissante de la vie humaine. Le déroulement des événements qui forment. Les Mikuki se rendaient parfois visibles, mais on les voyait toujours de dos, car quiconque les apercevait de face mourait sur place ou quelques instants après. Ainsi, lorsqu'un Bassa mourait subitement sans qu'on pût connaître exactement la cause de son décès, on disait à NT Nkuki, il a vu le Nkuki. Le fondement de la religion des Bassa était donc le culte des Mikuki. C'était un animisme fondé sur la croyance aux esprits des morts, lesquels pouvaient agir par l'intermédiaire des animaux et des choses. Pour éviter l'action malfaisante des Mikuki. Les Bassa portaient des gris-gris, des amulettes. Ils ne les adoraient pas, mais ils leur attribuaient une vertu protectrice, conférée par un ensemble de rites secrets. C'était également pour éviter l'action néfaste des Mikuki et surtout pour n'être pas privé de feu après sa mort, que le Bassa portait un tatouage en forme d'un gros point sur le front. Les Bassa croyaient à la réincarnation, mais pour les seules âmes des bébés et non des hommes faits. Pour ces derniers, ils pensaient qu'il y avait réincarnation animale. Quand une femme avait successivement des enfants du même sexe qui mouraient entre un âne et demi, on concluait à la réincarnation du même enfant. Aussi, à la naissance du quatrième enfant du même sexe que ses trois frères ou sœurs prédécédés, la famille se réunissait pour procéder à une cérémonie dont le but était d'empêcher le nouveau-né de repartir pour 162 les cahiers d'outre-mer. Revenir après. À cette fin, on lui faisait 2 incisions en forme de flèche sur les pommettes, 3 sur le nombril et 3 sur la nuque. Dans d'autres clans, la forme de ces incisions était celle d'un point de croix. Parfois, on perçait les oreilles, sans tenir compte du sexe. Si, en dépit de tout cela, l'enfant décédé, on lui coupait l'auriculaire gauche à la hauteur de la dernière phalange. Puis on l'enterrait. On attendait une nouvelle conception de la mère. Si celle-ci avait un nouvel enfant du même sexe que celui récemment perdu, on s'empressait de vérifier si le bébé portait les signes pratiqués sur son frère ou sur prédécédé. Chose curieuse et difficile à croire, des enfants auraient été trouvés porteurs de astérisque ces signes. Alors, la famille, dans ce cas, organisait une fête en l'honneur du nouveau-né et le conjurait de rester car il faisait désormais partie de la société des hommes dont il portait les marques. Une autre opération, pratiquée par des initiés, consistait à faire l'autopsie du 4e bébé décédé et à trouver dans son ventre ce qu'on appelait soubou ou champignon qui occasionnait la mort du nouveau-né. On mélangeait la poudre de ce champignon à des liquides et l'on offrait le tout à la mère, qui devait le boire. Quand une plantation était dévastée par des animaux sauvages, ce qui arrivait très souvent et arrive encore, on accusait les Mikuki malfaisants. On croyait, non pas que les Mikuki envoyaient les bêtes pour causer ces dégâts, mais que c'était eux-mêmes qui viennent s'y changer en animaux pour détruire les plantes à réincarnation Thion, ce qui permet animal de déconclure âmes humaines. Que les Bassa croyaient à la. Si, maintenant, à la suite des pièges posés, soit autour des plantations, soit dans la brousse, on tuait beaucoup d'animaux, on en concluait que les Mikuki voulaient se venger, en livrant beaucoup à des décès d'animaux massifs. En échange d'hommes. On s'attendait alors.
Les Bassa ont toujours cru que les troupeaux de cochons SAUV étaient conduits par un N-Cookie très petit de taille et sans beaucoup de cheveux, à l'opposé des autres. On prétendait, en effet, que les Mi-Cookies avaient beaucoup de cheveux et, jusqu'à présent, les Bassa disent d'une femme pourvue d'une abondante chevelure, Gond N-Cookie, fille de N-Cookie. Les Bassa n'avaient aucune notion du ciel ni de l'enfer. Car ils n'avaient pas l'idée de la récompense ou de la punition après la mort. Leur seule crainte était de manquer de feu dans l'au-delà. Ils n'avaient aucune notion d'anges ou de démons. Pour eux, les seuls êtres existants étaient Job, les hommes, les Mikou. Les Bassa du Cameroun 163. Qui est les animaux. Toutefois, les Bassa croyaient à l'existence d'un lieu, très loin, où habitaient certains hommes dans l'au-delà. C'était le Ndoa dont il sera question plus loin. Voici en quoi consistaient, chez les Bassa, les devoirs envers les morts. Le premier et le plus important était la sépulture. Tout mort Bassa devait être enterré. Il n'y avait pas de cimetière familial comme dans beaucoup d'autres tribus du Cameroun, les Matakans de Mokolo, les Nanchis de Poli enterrent leurs morts dans des caveaux communs, appelés galeries des ancêtres. Chacun était enterré selon le désir qu'il avait manifesté ou, à défaut, suivant la volonté de la famille, dans tel ou tel endroit. Les grands morts, c'est-à-dire les chefs de famille, les sorciers ou autres notabilités, étaient ensevelis de préférence sous le sol de la grande case appelée Kouomba. Deux raisons motivaient cette précaution, empêcher les exhumations toujours possibles des corps, dont on pouvait se servir afin de fabriquer un poison violent appelé, bon, apaiser les Mi-Cookies, réincarnation de ces grands morts. L'enterrement dans les cases de leur famille à paille. C'est les Mi-Cookies. Les esprits des morts non ensevelis étaient tout. Jour malfaisant, ils erraient sur la terre en quête d'une tombe, ils habitaient les grottes solitaires, les cases abandonnées, le creux des arbres. C'était eux qui, le plus souvent, se montraient aux hommes, s'incarnaient dans les bêtes sauvages et, exceptionnel le hunt, dans les animaux domestiques. Les autres devoirs culturels consistaient en des offrandes. Ici, d'ailleurs, ni rituel, ni manuel de prière. Les invocations étaient orales et adaptées aux circonstances, livrées à la fantaisie de chacun. Les Bassa avaient toujours cru que les animaux étaient, en grande partie, des Mi-Cookies réincarnés. Aussi, rendaient-ils un certain culte à quelques-uns d'entre eux. Parmi ces derniers, il faut citer en premier lieu la tortue, Koul, que les Bassa ne mangeaient pas, car, à leurs yeux, elle était le dieu tout-puissant. Qui de la commandait de Ndoa, les Mi-Cookies. Mi-Cookies s'étaient mêlés faisant le cool et qui les transportait rendaient alors eau. Incapables de revenir sur la terre. Le Ndoa était considéré comme un lieu inférieur, une rivière infranchissable, sans l'aide de la tortue qui débarquait sur l'autre rive les Mi-Cookies néfastes. Dès lors, ils ne pouvaient plus revenir auprès des hommes. Voici la formule de conjuration, tortue, le N-Cookie qui s'esture l'autre acharné rive sur de moi Ndoa pour gaspiller mes affaires, transporte-le. Après la tortue, vient le Gambi. Le Ganji, c'est d'abord un animal, la tarentule, puis un homme, le Mugambi, le prêtre. Il y avait donc deux espèces de Gambi. Les Gambis. 164 Les cahiers d'outre-mer. Était l'oracle que les Bassa consultaient dans toutes les occasions, avant de faire quoi que ce fût qui sortait du train normal de la vie quotidienne. Le premier Gambi s'appelle Gambissi, parce que la tarentule consultait vie sous terre. Comment se faisait cette consultation du Gambissi? Il fallait battre la brousse pour trouver une tarentule dans son nid roux. Quand c'en était fait, on construisait au-dessus une sorte d'appentis avec des branches pour abriter le devin. Cette tarentule devenait alors la propriété exclusive de la famille. Le consultant cueillait des feuilles d'un arbre spécial. Il les collait deux par deux au moyen d'épingles de bambou et les teintait en blanc, noir, rouge ou ocre. Il leur donnait une signification en rapport avec le sujet de la consultation. Telle feuille, par exemple, représentait un homme, une femme, telle autre les accidents, la mort, les maladies, un naufrage. Le consultant venait alors de 20 le trou de la tarentule, il frappait le sol à coups redoublés. Pour éveiller l'oracle. Puis il introduisait dans le terrier les feuilles les divinatoires. Il couvrait le tout et s'en retournait au village. À l'aube, il se rendait sur les lieux pour recevoir la réponse aux demandes. D'après les feuilles dispersées et quelquefois déchirées. Par la tarentule en sortant de son gîte, le consultant donnait des interprétations. Pour la consultation du Mugambi, le prêtre du Gambi prenait des écailles de pengueline, leur donnait des formes variables. Celles-ci étaient toujours les mêmes pour les mêmes écailles et avaient toujours la même signification. Le moine Gambi les mettait dans une corbeille, les agitait et les jetait pêle-mêle sur une natte, une peau de panthère ou d'antilope. Il les fixait, les prenait les unes après les autres et en donnait l'explication au consultant. La consultation, d'ailleurs, n'était pas gratuite. Les consultants attendaient dans une sorte de véranda ou dans la cour et ne pénétraient chez le Mugambi qu'à tour de rôle. Le Mugambi était l'homme le plus puissant du village. Tout le monde le craignait. Il était aussi le plus aisé, car sa profession était vraiment rentable. Les Bassa croyaient enfin à la puissance des essences forts. Tiers et leur rendaient un culte. Ainsi, le Sebako, le Sou, et le Siblan et le Njumbolé étaient considérés comme des arbres protecteurs. On se purifiait de tous les maléfices et à l'heure, on portait leurs écorces pour se protéger contre les Mi-Cookies. L'écorce de Siblan, réduite en poudre, avait, disait-on, la propriété de rendre invisibles ceux qui s'en servaient comme meungaïté. Si les Bassa attribuaient la puissance bénéfique ou maléfique. Les Bassa du Cameroun 165. Des animaux aux Mi-Cookies, par contre on ne connaît absolument pas l'origine de celles qu'ils reconnaissaient aux arbres. Nous ne pouvons clore ce chapitre sans parler des présages ou des augures. Les Bassa y attachaient une grande importance. Par exemple, lorsque, la nuit, le hibou faisait entendre, à intervalles réguliers, son cri près des cases, ou se perchait sur leur toiture, c'était un signe de malheur. Quand l'oiseau nocturne traversait la cour en plein jour, il fallait s'attendre à une calamité. On allait aussitôt consulter le Gambissi ou le Mou. Gambi. Quand on rencontrait un mille-pattes noir en sortant de chez soi, c'était mauvais signe, au contraire, la rencontre d'un mille-pattes ocre était de bon augure. Heurter un caillou du pied gauche était mauvais signe, on disait, j'ai heurté une pierre de malchance. Heurter du pied droit, bon signe, on disait, j'ai heurté une pierre de bonne chance. Un papillon qui pénètre dans une case annonce l'arrivée d'un étranger, un vampire ou un autre oiseau, gare. Un mauvais drôle passera bientôt. Une auréole autour du soleil présageait la mort d'un chef de tribu, de clan ou de famille, ou une épidémie générale, autour de la lune, la mort des notables. Une agglomération de lucioles, bangengaya, autour d'un arbuste, la nuit, annonçait la présence d'un ou de plusieurs Mi-Cookies à cet endroit. Il existait bien d'autres présages dont l'interprétation variait suivant les circonstances. Conclusion. Telle était, il y a fort peu de temps encore, la vie, l'organisation et les croyances des Bassa. Mais des transformations profondes sont en cours, pas toujours heureuses au demeurant, et destructrices des anciennes traditions, dont cependant subsistent, pour l'observateur informé, de très nombreux vestiges. Le costume, par exemple, c'est compliqué, et l'on est passé sans transition de l'habillement plus que sommaire de la brousse à la dernière mode parisienne. Mais le fiancé doit continuer à verser une dot pour avoir le droit de se marier, dot qui atteint présentement jusqu'à 50 000 francs CFA. En échange de quoi, la femme continue à former, dans les villages, la main-d'œuvre essentielle non seulement pour les cultures vivrières mais pour celles aussi dites d'exportation, cacao et café. Il en résulte une recrudescence nette de la polygamie, laquelle fournit ainsi une main-d'œuvre qui, une fois achetée, ne coûte
Rien, polygamie au demeurant fort bien acceptée par les c'est qui, libres en principe de leurs affections, sont cependant heureuses d'appartenir à un quelconque seigneur et maître. L'habitat s'est quelque peu amélioré, la case est plus vaste. 166 Les cahiers d'outre-mer. Mieux aéré, divisé souvent en plusieurs pièces, un mobilier d'inspiration européenne y fait son apparition, table, chaises, fauteuils, lits de fer, etc. Le vieil animisme est partout en régression apparente. Il est rare désormais de rencontrer des païens avoués chez les Bassa. Ils se disent catholiques, protestants, adventistes du 7e jour ou membres de l'église nationale ou Native Church, fondée par Lotin Sam, qui appartient au clan Douala de la tribu Bassa. Il y a des prêtres, des pasteurs, des religieux ou religieuses de différents ordres. Les rites cependant résistent, les saints et les anges remplacent difficilement les esprits des morts, parce qu'aussi étrangers à la famille Bassa que ceux, vieux blancs barbus, introduits par les missionnaires et qui l'appellent Dieu. On continue à consulter le sorcier dans toutes les occasions importantes, qu'il s'agisse d'examen, de commerce ou de politique. L'organisation sociale se transforme peut-être plus rapidement. Car elle a beaucoup perdu de son caractère féodal. Le chef de village n'est plus un personnage à caractère sacré, il est nommé par le chef de subdivision, après un simulacre de palabre. Les chefs de clans et de groupements sont désignés par le haut commissaire, sur proposition du chef de subdivision, bien des facteurs entrent en jeu dans ces nominations, et ce ne sont pas toujours les meilleurs qui l'emportent. Ainsi le contact avec la société européenne a-t-il transformé profondément les habitudes et les manières de penser des Bassa, les plus évolués à beaucoup près des Noirs du Cameroun. Cela n'a pas toujours été pour leur bien. On perd l'habitude d'obéir, le goût du travail manuel. On ne débroussaille plus les pistes, on ne construit plus de ponceaux, et, ce qui est plus grave, on abandonne. Donne de vivre l'agriculture, commence traditionnelle. À se faire il sentir en résulte dans de que nombreux la pénurie secteur. On est soit alimenté ou mal alimenté. On tend alors d'eau. Tant plus à s'enfuir vers les villes que la peur des esprits qui retenaient les gens dans leur pays natal n'existe plus, on songe aux joies de l'agglomération urbaine, au profit du mercantilisme, au salaire en apparence plus élevé. Il y a de ce côté une œuvre d'éducation et d'adaptation qu'il paraît indispensable d'accomplir au plus vite, en profitant des remarquables dispositions des Bassa, si l'on ne veut pas que la liberté actuelle, cette liberté chérie qui a remplacé l'ancien esclavage, et que prônent tant les hommes. Mais destruction politique, et à ne la tourne mort des à la tribu licence et des ancienne en fin de tradition compte, Adula. Cameroun. Louis-Marie Pouka.